Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci aux intervenants d'avant d'avoir essayé de garder du temps pour la dernière présentation. Et puis, je vais essayer de tenir aussi ce contrat-là de manière à ce que l'on puisse prendre peut-être quelques questions, même si je crois qu'on est un tout petit peu juste. Du coup, je vais vous parler de EBM France, .net. On peut dire EBM France aussi, hein, c'est pas du tout grave, Marc, qui est une base de guides de pratique clinique au moment des soins, lors des soins. Je salue Vincent Renard qui ne veut pas qu'on parle anglais, mais ils disent point of care et il n'y a pas encore de traduction validée, ou du moins qui a pris sa... Voilà, qui a été remarqué comme la traduction officielle du point of care. Donc du coup, pour l'instant, on dit au moment des soins. C'est une base qui est faite par les médecins généralistes pour les médecins généralistes. Et moi, je suis Agnès Pelletier, je suis rédactrice en chef d'EBM France depuis le 1er septembre. Comme tout médecin généraliste qui parle, je vous parle d'abord de mes liens d'intérêt, conflits d'intérêt. J'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt de toutes sortes intellectuelles avec la filière universitaire de médecine générale, la médecine générale. Je suis investie et j'ai été investie dans plein de choses que vous pouvez consulter sur Archimède. Si vous voulez faire ce type de diapositive, vous pouvez vous servir de l'outil Archimède qui est développé par le Collège de la médecine générale, pour qui je travaille comme salarié dans le cadre de mon activité de rédactrice en chef d'EBM France, puisque EBM France, c'est un service qui est développé par le Collège de la médecine générale. Je vous ai dit que c'était une base de connaissances de type point of care. Point of care, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée de vous amener de l'information au moment des soins, et que de manière réaliste, pendant les consultations, pendant que vous travaillez, vous puissiez consulter de l'information de qualité, et que vous ne vous retrouviez pas devant cette bonne vieille injonction paradoxale de je consulterai bien les recommandations, mais puisqu'elle fait 150 pages et 4 annexes, j'aurai pas le temps de le consulter de le regarder pendant la consultation. Donc on essaie de faire en sorte que les textes qu'on vous propose soient maniables et soient maniables pendant les consultations. C'est un outil qui est développé par et pour les médecins généralistes. C'est tout le sens du portage par le Collège de la médecine générale. Et c'est ce modèle, Pauline Jean-Mougin et Jocelyn Lebel le disaient très bien tout à l'heure, en fait, ça peut reposer ce type d'initiative sur les initiatives individuelles dans notre garage et le fait de vouloir aller dans ce sens-là, tous chacun dans notre coin, mais il y a un moment où il faut financer et professionnaliser ces segments-là de notre groupe professionnel, des médecins généralistes. On a besoin de pouvoir avoir cet accès à l'information et du coup, voilà, je pense que l'appel d'Antibioclic pour dire on a besoin d'un financement plus professionnel que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre et qu'il faut soutenir. On va tous dans le même sens et c'est super important. Là, on a la chance, EBM France, d'être du coup porté par le Collège de la médecine générale et financé par la Caisse nationale d'assurance maladie, avec un partenariat avec la Haute Autorité de Santé qui, elle aussi, participe financièrement. Ça prend la forme la porte d'entrée de EBM France, c'est cette barre de recherche que vous verrez du coup quand vous vous rendez sur le site. Cette barre de recherche, vous pouvez taper vos mots-clés comme ils viennent et on essaie de faire en sorte que vous puissiez trouver les guides de pratique clinique qui vont bien et qui répondent à votre question quand vous tapez un peu comme ça vient. Actuellement, je vous conseille plutôt de taper des mots plutôt qu'une question complète, plutôt des mots et peu de mots, vous trouverez mieux ce que vous cherchez, mais au fil du temps, on réfléchira de toute façon à essayer d'améliorer ce service sans cesse. Ce sont des objets vivants et ça peut s'adapter de mieux en mieux à vos besoins dans le temps si on fait bien notre travail. Donc on va essayer de faire ça, on fera de notre mieux. Il y a aujourd'hui, grâce à ces partenariats et grâce à ce financement, une gratuité pour tous les médecins généralistes et les internes de médecine générale. Vous pouvez dire à vos internes de médecine générale qui s'inscrivent, qu'ils et elles s'inscrivent sur base de leur numéro RPPS. Et j'ai la surprise de constater que maintenant les internes de médecine générale savent où est leur numéro RPPS.
carte professionnelle de formation qu'ils reçoivent. Et du coup, en fait, ils savent, quand vous dites à vos internes ton RPPS, la plupart du temps, ils disent ah ouais, je sais. Donc moi, c'est une remarquable surprise. Très bien. L'indépendance éditoriale est garantie par le Collège de la médecine générale. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a une liberté éditoriale qui est utile, nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de l'objet. Et du coup, il y avait un pont qui allait de soi. Antibiotique est un précurseur dans le champ d'essayer de vous amener des informations de bonne qualité sous le clic. EBM France est beaucoup plus récent qu'Antibiotique. Et du coup, il y a un partenariat qu'on essaie de faire vivre. On n'est pas là pour se remplacer les uns les autres, mais bien pour mutualiser nos efforts et faire en sorte que, entre votre trajet de questionnement et le fait que vous trouviez la réponse valable qui servira votre décision, il y ait le moins d'obstacles possible. Et du coup, on verra comment fluidifier encore à l'avenir ces ponts. Vu qu'on est plus récent qu'Antibiotique, on a aussi beaucoup moins d'utilisateurs. Ils sont 44 000. Et du coup, nous, de 2019 à 2021, il y a eu une première convention avec un financement sérieux de la part de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec auparavant des expérimentations. Ça a mis, il y a eu une petite période de décollage. On a passé la barre du 3 millième utilisateur au congrès du CNGE de juin 2021, et on sait même qui c'est. Aujourd'hui, je ne vous ai pas mis la dernière diapo, nous sommes aujourd'hui, ce matin, à 6931 utilisateurs. Si vous vous débrouillez bien, normalement, on devrait pouvoir passer la barre des 7000 ce soir. On verra si on fait un prix, si jamais on arrive à identifier qui est le ou la 7000e. Nous verrons. Petit lien d'intérêt à déclarer à ce moment-là, l'histoire des 7000. On ne rend pas de compte sur le contenu de la base de données à l'assurance maladie, mais ils sont intéressés du coup de savoir si c'est un outil dont vous vous saisissez, si le nombre d'utilisateurs est un des indicateurs qui nous permet d'expliquer à l'assurance maladie que oui, c'est quelque chose qui a votre intérêt et votre attention. Et notre objectif de fin 2022 est d'être à 7000. Donc nous, on n'est pas inquiets, il y a pas de... Ne faites pas la course rien que pour le chiffre à vouloir nous faire 7000 pour faire plaisir aujourd'hui. Mais en tout cas, faites la course, s'il vous plaît. Mais en tout cas, en faisant pas une communication agressive, parce qu'on n'a pas envie de vous agresser d'aucune manière, on arrive à des indicateurs de manière assez logique. On part du principe que les contenus de qualité qu'on vous propose, c'est la qualité d'abord, et que si cet outil vous sert, ça va avancer, donc on n'a pas besoin de communiquer de manière agressive avec vous à ce sujet-là. Donc on va essayer de continuer à respecter cette ambiance-là. Un mot d'histoire en rapide, et je regarde Marc Chazelière pour... non, ça va. Un mot d'histoire en rapide, on a la chance d'avoir pu s'appuyer à l'origine sur l'expérience de l'équipe belge équivalente qui s'appelle EB PracticeNet, qui utilisait depuis une dizaine d'années avant nous la collection EBM Guidelines de la collection du Udecim, qui est une société médicale finlandaise qui produit des guides de pratique clinique. Et eux aussi complétaient cette collection-là avec les adaptations nationales belges et avaient une réflexion sur comment contextualiser, c'est-à-dire comment adapter les contenus quand on est client d'une base de données qui est produite à l'extérieur, comment est-ce qu'on adapte à la Belgique, et on a pu s'appuyer sur leur expérience, et je salue Benjamin Fauquert qui fait partie de cette équipe-là et qui est dans la salle aujourd'hui. On a une grande chance de pouvoir discuter avec eux encore aujourd'hui et dans les évolutions des uns et des autres. Et voilà, ce sont des objets en mouvement. Il y a une première expérimentation 2017-2018, je vous ai mis une référence biblio si vous voulez aller lire. Claire Rambaud, c'est l'ancienne rédactrice en chef qui avait publié du coup cette première évaluation. On a cette première convention Caisse nationale d'assurance maladie de 2019 à 2021 et on a la chance d'avoir
eu une attention bienveillante de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a renouvelé cette convention. Donc là, on a un financement qui est stable et sûr jusqu'à fin 2024. Et du coup, après, à nous de jouer pour continuer à solidifier, stabiliser, professionnaliser. Notre intention, ce sont des textes maniables pendant les consultations. Je vous l'ai dit, un texte lisible en un temps limité avec un plan le plus standardisé possible pour que vous sachiez où chercher les informations rapidement et que vous puissiez vraiment faire des passages très brefs. Notre base de données a vocation à être adaptée au champ thématique de la médecine générale. Et vous savez que c'est un sujet à part entière, de dire comment est-ce qu'on peut brasser autant de sujets et avoir des éléments sur autant de sujets que ça, avec la dimension d'actualisation que ça implique et de lisibilité pour le lecteur, la lectrice, de savoir ce que vous avez comme nature de document devant les yeux, quel est le niveau de preuve. Et du coup, ce sur quoi nous on peut s'engager, c'est sur nos procédures éditoriales et de vous expliquer comment on fabrique ce que vous voyez. Et tout ça, c'est au service de la décision partagée en santé. Alors, je vous remets le schéma des 3 cercles de la décision partagée en santé de la démarche EBM. C'est normalement un schéma que vous connaissez déjà, juste pour vous pointer sur ce schéma qu'on ne prétend pas être l'ensemble des données actualisées de la science, le rond des données actualisées. Dans ces données de la science, on se place à un endroit particulier qui est celui des recos, des guides de pratique clinique. C'est un endroit spécial de l'ensemble des connaissances, ce n'est pas toutes les connaissances. Et ça ne peut pas remplacer le fait qu'il faut que vous développiez aussi votre esprit critique. Et ça reste vous qui prenez cette décision partagée en santé, avec les préférences et comportements du patient, avec votre manière de problématiser du haut de votre expérience. Et du coup, ça en fera, même si les recommandations, le jour où les recommandations sont parfaites, d'un niveau de preuve génial, qu'elles couvrent tout le champ, etc., ça ne remplacera pas le fait que c'est vous qui prenez la décision et que les contenus ne sont pas opposables. Ça ne vous dit pas ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait toujours faire. Il faudra toujours que vous soyez critique à ce sujet-là. Ça, vous le savez déjà très bien. Dans le grand cercle de la vie des recommandations, il y a la production des articles, il y a la production des données, il y a je trouvais la présentation de Michel Cochon très intéressante à ce sujet-là, et là j'irai beaucoup plus en TGV que ça. Il y a une synthèse des preuves, une élaboration de recommandations. Nous on se place au moment de la diffusion des recommandations, et ensuite il y a une évaluation et on recommence. Et EBM France ne pourra être un objet de la qualité suffisante et à la hauteur des enjeux que si toutes les autres étapes sont fonctionnelles dans ce cercle de production des connaissances. C'est une manière de faire un appel pour dire on a besoin de tout le monde dans cette histoire-là, il faut continuer à ce qu'on tire tous vers de la science de bonne qualité, de meilleure qualité possible. Nos deux grosses procédures éditoriales aujourd'hui sont la collection EBM Guidelines dont Michel Cochon a commencé à vous parler tout à l'heure. C'est ça qui a le plus de nombre de guides dans notre collection, puisqu'il y a 1000 guides de pratique clinique, et les productions nationales. Et aujourd'hui, c'est essentiellement les productions de la Haute Autorité de Santé que nous adaptons. Ces productions-là, on les choisit via le conseil scientifique d'EBM France qui valide sur quelles recommandations on peut partir, si c'est pertinent ou pas pour la médecine générale. Il y a un point de vigilance à ce moment-là, que ce soit des choses qui soient adaptables et que ça soit vraiment à direction des médecins généralistes. Aujourd'hui, on a seulement, entre guillemets, 47 recommandations de bonne pratique issues de la HAS qui ont été adaptées, parce que c'est un travail énorme. C'est beaucoup plus lourd que ce qu'on présumait au début, que ce que l'équipe précédente ne présumait au début à faire. Et du coup, ça prend beaucoup de temps de fabriquer ces textes-là, et on s'y emploie, et on en a 26 en cours d'adaptation. Parmi les 1000 guides de la collection Duodécime, on en a 120 qui sont contextualisés. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Si je prends des exemples pratiques, vous avez cette barre de recherche dont je vous parlais tout à l'heure.
Si je tape dans cette barre de recherche un début de mot, on me propose des choses, et là je m'intéressais à la question des violences. Donc je pourrais très bien cliquer dessus ou finir mon mot comme je veux. Si je tape le mot violence, j'ai en haut des résultats de recherche les guides qui sont issus de la HAS, parce que quand on a des recommandations françaises, on privilégie le fait que ce soit les recommandations françaises qui arrivent plutôt en haut des résultats de recherche. Et le guide HAS concernant le repérage des violences faites aux femmes, on l'a adapté, l'équipe éditoriale l'a adapté en 2 guides, un sur le repérage et un sur la conduite à tenir. Et si on clique sur ce guide, vous arrivez dans une page de guide de pratique clinique avec un sommaire standardisé sur la gauche, de manière à pouvoir aller plus vite, à peut-être orienter si vous avez besoin, vous cliquez dessus et vous allez à cet endroit du texte-là. Et ça, ce texte qui est là, c'est nous qui l'avons écrit. Dans la procédure d'adaptation HAS, pour transformer un guide de 150 pages avec 4 annexes en quelque chose de lisible, on a fait une synthèse, et cette synthèse-là, c'est l'équipe éditoriale qui l'écrit. Dans cette synthèse-là, on essaie de vous mettre des outils pratiques, je vais vous le dire juste après, mais du coup ça implique qu'on ait fait un remaniement complet du texte, avec des reformulations parfois. Donc, si je prends un exemple, parfois la HAS dans la recommandation va dire il n'est pas recommandé de ceci ou cela. Ça peut arriver qu'on leur fasse expliciter, donc ça fait une liste de contre-indications et qu'on essaie de vous faire un tableau de synthèse ultra clair sur donc c'est contre-indiqué, ceci, cela, etc. On sélectionne les parties essentielles à la pratique par des rédacteurs qui sont eux-mêmes médecins généralistes. On met en forme selon le plan standardisé si possible, parce que parfois les sujets ne se prêtent pas à ce que ça soit un plan strictement standardisé, mais peut-être qu'il y a de la recherche à faire pour savoir quels sont les plans standardisés performants selon les sujets. Je vous envoie la balle, saisissez-vous de tous les sujets de recherche qui pourraient alimenter notre réflexion, ça sera génial. Et cette taille complète du texte doit être réduite, doit être lisible, et il faut que ça soit maniable en consultation. Ce sont des allers-retours parmi les rédacteurs, des procédés de validation, et ensuite on a un circuit de validation avec la Haute Autorité de Santé, qui est un moment précieux parce qu'on peut leur pointer les difficultés qu'on a eues, on peut leur poser des questions spécifiques sur la recommandation en question, et donc on est mu par bon, et donc on fait quoi en pratique? Et on pose cette question à la HAS et on essaie de leur faire expliciter, quand ils ont écrit un truc pas clair, on a ce niveau de dialogue où on peut leur dire, et réclamer des éclaircissements. Donc ça c'est vraiment précieux. Des exemples, juste de dire que dans ces textes-là, une autre recommandation HAS, quand il y a des outils sur lesquels on voudrait pouvoir tomber extrêmement rapidement, eh ben, on a fait en sorte de pouvoir vous mettre des liens directement et des liens vers les endroits qui sont maniables, importants, et je vais aller plus vite comme ça permettra. Les guides de la collection du Haut-Décime, le champ thématique beaucoup plus large, c'est chouette parce que ça fait des guides improbables. Il y a un guide sur le hockey qui n'a pas encore été relu par l'équipe EBM France, donc on ne l'a pas encore contextualisé. Donc pour l'instant, vous avez ce texte en français, mais qui n'a pas encore été relu par l'équipe éditoriale. Donc c'est un texte de la base du Haut-Décime dans le texte, traduit en français, mais c'est pas encore relu par nous. Rencontre avec un patient violent ou menaçant, je ne m'attendais pas à voir ça dans une base de guide de pratique clinique, donc il y a des surprises, allez farfouiller dedans pour regarder ce qu'il peut y avoir comme guide. Et quand on a contextualisé, ça ressemble à ça. Ça fait que vous avez un message qui le dit, et par exemple pour la toxi-infection alimentaire collective, moi j'ai tapé TIAC dans la barre de recherche et je suis tombée sur ce guide, et vous avez là les coordonnées des ARS, on parlait des dimensions territoriales, on essaye au maximum de faire une espèce de vue nationale, y compris nos amis des Outre-mer, savoir ce qu'on peut donner comme information. Du coup, là vous avez aussi la liste des maladies à déclaration obligatoire, et en 2 clics vous êtes sur le CERFA qui permet de faire la déclaration. Donc on essaie de faire en sorte de vous donner les outils pratiques qui vont avec. L'histoire de la traduction, je passe dessus rapidement parce que
pour des besoins de timing. L'histoire de la procédure de contextualisation, c'est pareil, c'est de l'aller-retour avec des arbitrages et si en cas de difficulté, on ferait arbitrer par le conseil scientifique. Dans les perspectives, je vais m'en arrêter là, c'est mon avant-dernière diapo, on a envie de monter en nombre et en qualité les contenus français, d'origine française, du coup territoriale. On a la question d'intégrer les ressources d'origine professionnelle, qui ne soient pas strictement, au sens strict du terme, des guides de pratique clinique, mais qui soient produits par des structures professionnelles de la médecine générale, selon quels critères, de quelle manière, quelle procédure, tout ça c'est en cours de réflexion et d'écriture. On a la question de faire de l'interfaçage, de l'interopérabilité pour vous faire les obstacles les moins grands possibles et la fluidité la plus grande entre les différents outils de votre environnement numérique que vous utilisez. Donc on travaille à ça. On voudrait que ça soit facile de se connecter, on voudrait que peut-être il y ait des liens avec les logiciels métiers. On va voir comment ça se passe. Et puis c'est complètement dans l'actualité avec les présentations qu'on a entendues hier sur le numérique en santé. Tout ça, c'est du monde. Et cette période 2022-2024, c'est aussi une période de professionnalisation des fonctions et aussi dans la mesure où on a accueilli au mois de septembre une directrice opérationnelle professionnelle qui est là, que je salue, qui est Camille Angouf, que vous pouvez aller voir au stand si vous voulez savoir ce que c'est exactement cette histoire-là. Mais du coup, juste de dire qu'on est plus structuré, on devient plus costaud, on devient plus professionnel. Et maintenant, au boulot tout le monde, s'il vous plaît, pour avoir le meilleur niveau à chaque étape de ce grand cercle de la production des choses. Et donc, nous, on fera notre travail de diffusion le mieux possible à votre service.